La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD qui recommence pour la 3e fois le début du retour de la vengeance. Ça prend un petit. On a mis le générique en direct et on rappe n'importe comment. Tournicotant. Coucou les gens. Coucou les gens, bienvenue au One A Club, l'émission qui vous chronique 4 bandes dessinées par semaine. Je suis One A par Pied. semaine. Ah, j'ai déjà fait celle-là. Voilà, Merci, et j'ai comme fait. d'habitude, Tizak veut surtout qu'on le remarque très très vite avant les autres. Et pour le coup, je vais d'abord présenter Thio. Salut Thio. Ça va? Bonsoir. T'as passé une bonne soirée? Ouais, sympa, Ton sympa. oasis, c'est bon? Ouais, vas-y, c'est bon. Non, ouais, il faisait un petit peu chaud et des petits moustiques, mais bon, ça c'est la fin de saison, c'est le premier jour de l'automne. Voilà. Guillaume, salut Guillaume. Salut tout le monde. Voilà, et toi, voilà, t'as fait une bonne semaine? Ça va, bien, tu tranquille. as escroqué plein d'argent à des gamins en leur vendant des mangas nuls? Non, pas du tout. Ils sont tous partis contents. Ah, Il ne vend que de la qualité, monsieur. ben oui, car aucune mauvaise BD ne Non, passe ils par sont ça. tous partis contents. Et Tizak qui rit bêtement aux blagues malsaines et maléfiques. On te reconnaît là tout à fait. Oui, il est fourbe. Steph Core nous dit qu'il a une sensation de déjà-vu, c'est étonnant. Aujourd'hui, nous allons chroniquer 4 bandes dessinées. Non, on pourra pas. Parce que Tizak s'en sert toujours de repose d'ordinateur et donc on ne les a pas. Ils les sont a pas. cachés sous l'ordinateur de Tizak. Bon, on va parler de Comment devient-on raciste, de Joe la pirate, de Spirit, le tome 1, de Imbattable, le tome 3. Thio jettera un œil sur The Last of Us 2, Part 2, parce que je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle en vrai. Et puis c'est déjà un beau programme, non? Vous trouvez pas ça pas mal, les gens? Je sais pas, Ouais, ils C'est sont pas partis- sérieux, arrête de jouer pour l'émission, s'il te plaît. Là. J'adore. Voilà. En bougeant l'ordinateur, ça m'a changé de chaîne Ah. Twitch. Je suis tombé sur un mec qui joue à un truc de caca. Un truc de caca. Donjon de Eh ben, Scarafeuille. D'accord. Eh ben, puisque c'est comme ça, on va lancer la chronique parce que je crois que sinon on va pas s'en sortir. Comment devient-on raciste? Une bande dessinée d'Ismaël Méziane, de d'Evelyne Heyer, de Carole Hérault-Paligo chez Réno. Casterman pour 16 €, que Thio va nous présenter. Que Guillaume va vous Ah non, c'est présenter. Guillaume. Parce Pourquoi que c'est sa bande dessinée à lui. Ah oui, mais t'étais en noir aussi. Mais excuse-moi, il y avait Bon. quoi dans ta bière? Non, mais regarde, sur l'affiche, il s'est mis en gras aussi, tu vois. Bref. Vas-y, Guillaume, présente-nous donc cet ouvrage. Désolé, Bon, voilà. Mais si tu veux, je peux le faire aussi. Hein. Oui, non, mais. Comment devient-on raciste? Donc, Vous avez 2 heures. écoutez, vaste programme. Hein. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une méthode pour devenir un bon raciste. Hein. Sinon, ça me plairait pas, en fait, hein, soyons très honnêtes. Le bouquin pour ça vient de sortir et c'est très bien vendu, j'ai cru comprendre. Oui, ça permet de financer une campagne. Non, s'il vous plaît, monsieur. Et donc, ouais, mais quand même, hein, il y en a. Enfin bon, pardon. Et donc, non, c'est plus. Alors, Ismaël Méziane, voilà, à travers ce bouquin-là, son but, c'était de comprendre, de décortiquer. C'est biographique, parce qu'en fait, l'idée est partie d'un malaise personnel qu'il avait. En fait, dans ce qu'il a eu à faire pour comprendre et aller mieux, il y a eu notamment décortiquer tout ça, et il s'est fait aider donc de Caroline Hérault-Paligo et de Evelyne Heyer, qui ont des métiers très intéressants mais complètement improbables, puisqu'il y a j'ai pas bien retenu, mais généticienne, je sais pas trop quoi. Ouais, peut-être anthropologie ou un truc dans le style. Voilà, quoi, enfin anthropologie, ou sociologie, ethnologie, et c'est juste la généticienne de je sais plus trop quoi qui m'a trop surpris, je savais même pas que ça existait. Et qui, voilà, donc il les a rencontrés plusieurs fois pendant toute la période où il a fait le bouquin, pour comprendre. Et donc, en fait, il va expliquer comment on en vient à être raciste, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle en ce moment, le racisme. Mais en fait, justement, c'est ce qu'il explique et qu'on comprend, c'est un comportement vieux comme le monde, et vieux comme l'humanité. Et
Et c'est très bien expliqué. Et malheureusement, c'est quelque chose dont, a priori, on aura vraiment, vraiment énormément de mal à se décrotter en tant qu'être humain. Parce que ça a démarré à la nuit des temps. Il y a eu d'autres périodes, c'était l'esclavage. D'autres périodes, c'était les génocides amérindiens, etc. Et voilà, donc pourquoi ce bouquin ? Parce que je le trouve très intéressant, que Ismaël le met, je vais faire un parallèle avec nos corps alchimiques, donc en opposition totale avec nos corps alchimiques, il se met complètement à portée de ses lecteurs. Il se met complètement à portée du lecteur. C'est même un bouquin que je conseille volontiers aux enfants. À partir de quel âge ? Alors, 7 ans, s'il y a quelqu'un pour le lire avec l'enfant et lui expliquer. Pour qu'il y arrive tout seul, je dirais plutôt 11-12. Et avec Zemmour à côté ? Je fuirai perso, mais c'est pas... et donc, voilà... Bien lancé, ça peut... On va suivre donc sa quête, hein. Quelque part, il présente ça comme une forme de quête, ou pour essayer de comprendre son mal-être. Donc, que dire de plus ? Le dessin d'Ismaël Méziane, simple, efficace. Sa narration toujours tout en douceur, tout en délicatesse, avec beaucoup de bienveillance. Et puis bon, après, je sais pas que dire de plus. Je suis pas toujours hyper objectif quand je parle d'Ismaël Méziane, puisque je suis hyper fan de son travail, mais enfin voilà, je le trouve vraiment super bien et parfait. Très bon support en classe par exemple pour expliquer aux enfants, très bon support pour discuter avec les gens, et comme je l'ai déjà dit, en fait ça ne parle pas vraiment et simplement que de racisme, mais plus d'un problème comportemental issu, inhérent à l'être humain et à l'animal en général. Il y a toujours des faibles, des forts qui profitent des faibles, des forts qui sont dans des situations très précaires quand les faibles se rendent compte qu'ils ne sont pas si forts que ça. Enfin, toute une mécanique, dominant, dominé, mâle, femelle, minorité, non minoritaire, très bien décortiqué et quelque part effrayant de vérité, quoi. C'est comme je vous dis, en fait, je vois pas l'humanité s'en décrotter avant très 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 longtemps. Voilà. Et donc juste pour conclure, elle était Evelyne Heyer est anthropologue généticienne. Merci. Et Carole Reynaud-Paligo est historienne. Voilà, c'est ça. En fait, j'avais mélangé le anthropologue. C'est moins bizarre, historienne déjà. C'est moins bizarre, mais l'anthropologue et généticienne, c'est quand même, je pense, très très pointu, quoi. Ouais. Pour revenir juste un peu sur le côté graphique, je trouve que les couleurs, ça me fait beaucoup penser au travail de couleurs de Julien Nil, pour rester avec soi. C'est cette même approche dans les tons pastel, assez doux, même s'il y a des scènes où il y a de la colère, il y a de l'énervement qui sont mis en scène, on maintient ce côté très cocooning, je trouve, dans la couleur. Oui, c'est vrai qu'il avait pas ça sur NAS, c'était un peu plus pétant, un peu plus flash, mais ça va avec ce qu'il voulait faire du bouquin. C'est une forme de réconciliation pour lui, ce bouquin. Et puis toutes les scènes, tu parles justement où ils sont en colère. En fait, c'est pas c'est aucun personnage humain qui est en colère. C'est Non. que ces micro personnages qui justement il personnifie sa colère. qui définissent, on va dire, les. Oui, tu veux vraiment que je suis à côté de toi. Non, je veux que tu sois pas déformé par la caméra. Mais c'est pas grave, je sais, je suis pas symétrique de Ça te base. fait une tête de lune et ça me fait penser au gars dans Zut, de Cap et de Croc en tête de lune, et c'est pas très sympa. Ah, ok. Bon, J'aime de la lune. Et donc du coup, oui, c'est pas les personnages humains du livre qui prennent justement ces caractéristiques de colère, d'envie de meurtre ou quoi. C'est les petites figurines, enfin les petits ronds qu'il utilise pour justement expliquer ce que lui donnent Evelyne et Carole en explication. Ouais, c'est un bouquin qui est extrêmement pédagogue. C'est vraiment le racisme pour les nuls, sans parti pris personnel, sans explication de c'est bien, c'est mal. C'est vraiment quelque chose de fonctionnel, de comment ça se développe, comment ça s'est développé, pourquoi ça se développe, des exemples très concrets de situations au sein de discussions entre personnes ou au sein d'un groupe, que ce soit dans une école, dans une entreprise, dans une société, dans la rue. Et c'est
extrêmement parlant, c'est bien raconté. Sur le fonctionnement, justement, où il y a dialogue d'un côté et petit schéma de l'autre, c'est la double page que tu montrais, Mathieu. Moi, ça m'a fait penser un petit peu, je me rappelle plus du titre exact du bouquin, c'était à la tronche du mec de Monopoly et ils expliquaient le fonctionnement de l'économie. C'était Joël Jurion, je crois, au scénario, et je ne sais plus comment s'appelle le dessinateur. Bon, Vas-y, parle. je cherchais. Et sur le même principe, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a un moment donné où on personnifie des situations avec des petits bonhommes, et on arrive facilement à comprendre des situations qui peuvent paraître très compliquées à expliquer de manière théorique. Voilà, c'est un bouquin qui est une franche réussite au niveau de la narration et de l'explication, à tel point que... C'était pas Joël Jurion. À tel point que quand on arrive au bout... où est le tome 2, quoi? Tu vois, tu as envie d'aller encore plus loin. Montre-moi d'autres trucs, apprends-moi encore d'autres choses, montre-moi d'autres nouvelles situations. Voilà, ce serait intéressant d'aller creuser encore un petit peu plus loin. Voilà, parce qu'effectivement, il est bien épaulé avec les deux scientifiques, les deux spécialistes sur lesquels il s'est appuyé. Et à chaque fois, les choses sont vraiment parlantes. Et voilà, je suis arrivé au bout du bouquin, presque un peu frustré qu'il n'y en ait pas un petit peu plus, quoi. Donc, faire passer le message, il y a encore des trucs à gratter, qu'il n'hésite pas. Personne n'a quelque chose à rajouter. En tout cas, ouais, un livre très pédagogue. Moi, je trouve très bien foutu. C'est à mettre entre toutes les mains. Je n'irai pas en mettre un coup de cœur parce que c'est plus un ouvrage didactique qu'un ouvrage qui va me toucher personnellement. J'ai bien aimé cette histoire de raconter une histoire personnelle pour parler d'un sujet plus large. Mais je suis pas... Voilà, c'est plus le genre de bouquin que je recommanderais pour ouvrir le débat avec quelqu'un, pour faire se poser des questions, qui a une très bonne place dans un CDI, tout à fait. Et complet. Totalement. C'est presque sa place. Je peux Voilà. la première, mais c'est un formidable outil de discussion et de débat. Voilà. Ouais, il a été fait avec la Ligue de l'enseignement, donc je pense que c'est aussi ça le truc. Par contre, moi, c'est la couve qui m'a surpris, parce que je la trouve pas du tout raccord avec le... excusez-moi, ouais, toi tu la vois pas, mais de toute façon, vous l'avez. Mais du coup, ça rend... Entre le graphisme à l'intérieur et la couve, je trouvais qu'il y avait un décalage. Je sais pas, la couve ne m'attirait pas, en fait. Si tu me l'avais pas vendue, je serais vraiment pas allé dessus, en fait. Peut-être. Ouais, elle aurait peut-être dû être moins représentante et plus représentative, et un petit peu plus dans l'abstrait, avec ses dessins de mécanisme. Ouais, il y a un petit côté United Colors of Benetton, j'aime bien. Un peu trop, peut-être. C'est peut-être juste le jeune qui flash trop. Ouais, peut-être. Ouais, aussi. Mais bon, en tout cas, voilà. Allez-y, voilà. Allez-y, c'est un vraiment super Le bouquin. cours alchimique, Ils qui est une belle couverture, mais... Donc, comment devient-on raciste L'antithèse chez totale. Casterman pour 16 €. Bon, on a perdu Pierrick. Oui, j'avais perdu une feuille. On passe à Joe la pirate, une bande dessinée scénarisée par le regretté Hubert, dessinée par la fantastique Virginie Augustin, qui nous raconte la vie rêvée de Marion Barbara Carstairs. Et on va laisser Tine nous dire de quoi parle cette BD qui est sortie chez Glénat pour 23 €. Absolument, monsieur. Donne-moi le timer, Oui, le timer, vite. Bon, je le donne tout de suite, 224 pages. Vous savez qu'avec moi, on tombe jamais en dessous. Mais franchement, vous allez... Je spoil rien, mais ça vaut vraiment le détour. Alors, on se situe en 1908 à Londres. On suit une petite fille au tout démarrage qui est dans le bureau de son père et elle y pique son cigare. Et oh là là, scandale, machin, le père, tu recommenceras plus pour la peine. Tu sais quoi, tu veux le fumer, tu vas l'allumer. Chut, hop. Ben, la petite fille aime ça. Donc la maman, bien sûr, est outrée. On est quand même dans l'Angleterre ultra-victorienne. Chaque chose à sa place, et surtout les femmes. Donc, et les petites filles encore un petit peu plus. Donc ça ne va pas du tout. Et voilà, la petite Marion Barbara Carstairs montre tout de suite un joli petit caractère. Un petit peu plus tard, elle a bien compris qu'elle était queer. Ses parents, bien sûr, essaient de la changer en la transformant en jolie petite fille avec des petites couettes et des grosses robes. Enfin bref, une jolie petite poupée dans sa boîte en carton. Et puis lors d'une petite balade à chameau, parce que bon, quand même, on n'est pas dans une petite famille de banlieue, on est chez les gros bourgeois. Elle tombe de chameau et elle reste inconsciente pendant quelques temps. Et quand elle se réveille, elle décide de se faire appeler Tuffy, parce qu'elle
elle se voit se créer son propre personnage. Voilà, la petite fille qu'elle est n'est pas définie par sa famille et par le nom de baptême, mais elle veut se créer elle-même. Encore un petit peu plus tard, elle a 11 ans, et histoire d'éviter à la petite frère, au frère et à la sœur de subir l'influence de Taffy, on l'envoie en pensionnat en Amérique. La punition, bien sûr, n'est pas vécue du tout comme une punition par la petite Marion Barbara, mais bien évidemment comme une libération. Elle s'émancipe complètement de sa famille et elle va tomber amoureuse de ses petites camarades de chambrée. Elle va découvrir l'amour, elle va découvrir aussi la peur. Elle a peur de rentrer chez elle, parce qu'elle n'a pas du tout envie de rentrer chez elle. Et malheureusement, c'est ce qui va devoir se passer au bout de quelques temps. Mais ça sera là aussi la signature de son renouveau et de son acceptation pleine et entière. Donc voilà, on va suivre la construction de cette femme un petit peu hors du commun. C'est une biographie. C'est pour le moins une femme extrêmement atypique et qui est un petit peu qui a disparu des écrans radars pendant assez longtemps. C'est seulement en 97 qu'une journaliste britannique réalise des travaux d'investigation et publie un bouquin qui s'appelle The Queen of Welcay, mais qui n'a pas été traduit en français. Donc en fait, on a l'approche de ce personnage uniquement par cette bande dessinée, puisqu'on n'a pas d'autres sources en français pour se nourrir historiquement de cette personne. C'est pourtant un destin complètement hollywoodien, c'est une nana extraordinaire, et elle a acheté une île, elle a créé un mini-pays sur cette île avec un règlement, c'est Une mini-dictature. une mini-dictature, on peut le dire, avec des côtés positifs et des côtés tu veux que négatifs. les choses se passent de la bien, il faut dictature. fixer des règles. C'est clair, et puis il faut surtout pas qu'il y ait deux dictateurs. Non. Voilà, on en reviendra dessus plus tard, mais c'est pas le sujet du moment. Donc voilà, et bien évidemment, le féminisme est au cœur quand même de ce bouquin. L'émancipation de la gente féminine vis-à-vis de la société, qu'elle soit américaine ou anglaise. Au milieu de tout ça, on a quand même des guerres qui se déroulent. On a une femme qui se veut pilote, qui aime la vitesse, qui aime les bateaux, qui aime les voitures, qui veut voler et qui veut participer à l'effort de guerre. Donc c'est vraiment un personnage extrêmement atypique. Elle est ouvertement homosexuelle, elle fait des fêtes qui sont des orgies, et bien sûr ça dérange. Et donc voilà, c'est un personnage tout à la fois insupportable et totalement admirable. Tu oublies son compagnon. Dans l'extrême, pardon ? Tu oublies son compagnon. Oui, et qui psychologiquement quand même, on voit bien qu'il y avait quand même des petites fractures quand même, hein, on peut voir ça comme ça. Et son meilleur ami était donc une poupée. Moi, ça m'a fait penser à je sais plus quel film, Puppet Master ou un truc comme ça, où on avait une petite poupée là comme ça à côté qui passait son temps à parler. Non, c'était pas Chucky justement, c'en est une autre. Bref, toujours est-il qu'on a un scénario qui est extrêmement bien mené. Ça permet de balayer l'ensemble de la vie de Joe la pirate. Même si de temps en temps il y a quand même quelques petites longueurs. Les illustrations sont élégantes, le trait et texte c'est fin, c'est beau, c'est magnifique. Moi je me suis vraiment régalé. Peut-être que de temps en temps un petit peu de colorisation aurait amené un petit peu de profondeur, ou aurait permis de marquer les étapes essentielles de notre personnage. Bref, une BD qui permet enfin au public francophone de découvrir le parcours de ce personnage extraordinaire. Sur le fil. Eh ouais. Mais 3 sur 3. Moi, tu me donnes 5 minutes, je te prends 5 minutes Et 03, on est bien. Heureusement qu'on t'en donne pas 12. Ah, mais si tu me donnes 12 minutes, je fais les 12 minutes. Donc, Joe la pirate, qui l'a lu autour de cette table, tout le monde. On va tiens, Guillaume. Ouais, Vas-y, rapproche-toi du micro pour nous donner ton Ouais. opinion. c'est ça, ouais. Écoute, C'est pas ta cam. Non, c'est pas. Bien au contraire, j'ai énormément apprécié cette BD. C'est juste difficile d'en dire plus que ce que tu as déjà dit, puisque tu as à peu près tout dit. Moi, je l'ai trouvé vraiment passionnante en fait, mais parce que le personnage en lui-même est passionnant, parce qu'elle est exactement à l'opposé de tous les codes de l'époque. Elle a bien compris qu'elle n'était pas dans le moule, et en fait, elle s'en fout et elle le revendique. Et je trouve ce destin extraordinaire, passionnant. Et donc, comme tu l'as dit, en plus, c'est très bien rendu et par le scénario et par le dessin. Personnellement, la couleur ne m'a pas manqué. Mais C'était sur la longueur où j'aurais aimé avoir des petites touches de modification de certains éléments, parce que sur les plus de 200 pages, voilà, c'était juste ça. Ouais.
Oui, j'entends, mais honnêtement, moi, c'est passé tout seul, quoi. Ça descend super bien. C'est un bouquin qu'on aime beaucoup, qu'on conseille souvent. Et on a rarement des retours comme quoi on a été déçus. Donc voilà, c'est pour moi une petite pépite très sympathique à lire. Ouais, moi je suis toujours admiratif du dessin de Virginie Augustin, que je suis depuis assez longtemps. Il me semble qu'elle avait dessiné dans du jeu de rôle même à une époque, je crois que c'est là que je la connais. Là, elle a un travail avec un ancrage que je trouve superbe. Il y a un travail sur les pleins, les déliés, les taches de couleur, de noir, dans un noir et blanc. Vraiment, enfin, superbe. Moi, je trouve ça d'une grande finesse qui fait beaucoup penser. On sent que c'est un peu approprié aussi un peu le style des BD, des BD de l'époque. Sur certains, sur les visages, sur ce côté un petit peu désuet qu'on a de temps en temps, mais qui colle tellement bien à l'histoire de montrer que ouais, elle est pas à la bonne époque, elle est pas dans son temps, elle est pas née quand elle aurait dû, même si je ne sais pas si on peut naître comme ça à n'importe quel moment, peut-être plus tard, on verra. Bref, un personnage vraiment fascinant. Moi, j'étais halluciné, et puis surtout une biographie qui dépeint pas que les bons côtés du personnage. Et c'est ça aussi que j'apprécie, c'est que c'est pas une hagiographie, c'est pas le truc qui te dit oh, elle était pas comme les autres et en avance sur son temps, elle était fantastique. Tout le côté sur l'île, il y a des moments où tu te dis mais pourquoi ils l'ont pas pendu, quoi. Je veux dire, c'est traité avec une certaine légèreté, un certain humour, parce que c'est traité de son point de vue. Mais tu vois bien que le scénariste en sous-texte, il te dit ouais, enfin, c'est quand même pas trop cool comme comportement vis-à-vis des gens, quoi. Puis même dans son relationnel amoureux, c'était quand même une grande collectionneuse aux grandes dames de ses conquêtes. Hein. Oui, toutes les femmes qu'elle a laissées derrière elle, il y en a beaucoup qui ont souffert, quoi. C'est ça. Thio. Je vais pas aller plus loin que vous. Moi, je me suis bien régalé. Enfin, comme tu disais, voilà, c'est une femme extraordinaire. Quand tu lis son histoire, c'est comment avoir plusieurs vies en une seule. Et voilà, je trouve que c'est super enrichissant. Je me suis bien régalé. C'est une bonne découverte. Voilà. Est-ce que ça mérite un coup de cœur? Selon Isaac, oui, mais le suivrez-vous dans ce défi? Pour moi, oui aussi, oui. Sans réfléchir. Thio? En réfléchissant, je dirais oui aussi. Ouais, réfléchissons jusqu'au coup de cœur pour Joe la Pirate de Hubert et Virginie Augustin chez Glénat pour 23 0. 3 émissions, 3 coups de cœur. Et moi, j'en ai quand même 2 sur aller, 3 émissions. Le seul qui n'a pas marché, c'est Nos corps alchimiques. Je sais pas pourquoi. Ouais, donc tu fais aucun effort. Non, Joe la Pirate, je te rappelle qu'on était 2 à l'acheter. On était 2 à l'acheter, c'est vrai. Voilà, bon, la suite. On va parler un peu publicité. N'hésitez pas à nous soutenir, ça nous permet de nous acheter du matériel. Vous pouvez donner 1 euro sur Tipeee par mois en mettant un petit seuil pour pas vouloir nous donner trop. Même, vous pouvez monter à 2 euros, histoire d'offrir un café à l'un d'entre nous par mois. Ça nous fera plaisir. Et on vous parle 2 euros, c'est un café et un peu plus. On peut avoir des sucres en bonus, ce qui est vraiment sympa. Moi, je prends le café sucré, s'il vous plaît. Voilà. Tipeee, c'est un outil super pratique qui vous permet de montrer votre soutien pour notre travail, parce que on vous le cache pas, même si on prend beaucoup de plaisir à faire ces émissions, ça reste du travail qu'on fait sur notre temps libre et qui en plus nous fait nous acheter plein de BD qu'on aurait pas forcément acheté. On a des jolies piles de lecture, mais on est de plus en plus tenté par plein de choses de plus en plus diverses, car c'est aussi grâce à vous, et notamment à Chevon, Warloff, Tot, Stéphane, Cobal et Boob, qu'on a pu découvrir des BD vers lesquels on ne serait sans doute jamais allé si on n'avait pas fait ces émissions. Donc un grand merci à vous, et n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous soutenir en cliquant sur les petites vignettes sur lavoidesbulles.fr des bandes dessinées qui vous ramèneront vers Bubble, qui vous permettent de commander chez BD Fugue des bandes dessinées directement, ou alors de carrément les commander chez votre libraire de proximité pour aller les réserver, aller les chercher. Vous recevez en général un petit mail ou voir un SMS pour vous dire elles sont là, elles sont prêtes, elles n'attendent que vous. Au hasard, la Bellerie Aix-en-Provence, rue des Cordeliers. Oh, comme tu dis, ça vient. C'est Nous passons maintenant à Spirit, une bande dessinée sortie chez Dracou 48 pour 15,10 €.
Écrite, dessinée, voire même colorisée, il me semble, par Marin. Mon cher Thio. Scénario, dessin et colorisé par moi. Que de travail. Elle a tout fait. On est donc aux États-Unis dans les années 30. On va suivre donc l'histoire de Yann. Yann, un petit binoclard qui est en fait l'assistant. Excuse-moi, c'est un cliché. C'est pas ça. Bah si, mais C'est c'est raciste. non. C'est discriminatoire. C'est discriminatoire si tu veux, mais c'est pas raciste. Si, c'est le racisme de la pinote. Enfin bon. Et donc Yann en fait est le disciple de Boris Voynich, qui est un chercheur en spiritologie. Donc la spiritologie n'existe pas. Hein. Je vais vous lire la définition qui est donnée. Donc c'est la science qui a pour objet l'étude des fantômes et des entités ectoplasmiques de toute classe, et plus précisément l'étude et l'analyse de leur nature, de leur fonctionnement, leur comportement et leur habitat. Donc ce qui veut dire que... Ça existe ça, il y a les Ghostbusters. aussi. J'allais te dire exactement, voilà, c'est l'ectoplasme qui fait penser de suite à Bouffe-Tout, mais bon, Bouffe-Tout n'est peut-être pas non plus l'ensemble des ectoplasmes que l'on peut trouver. Merci. On ne maître parle pas de Capello. tes élèves par contre, hein, je te rappelle tout de suite. Non, C'est non, intéressant. moi je l'ai vu un dessin animé Euh, avec une huître qui a des super pouvoirs, mais ça c'est une autre histoire. Et donc du coup, le pauvre Yann se retrouve Sans avec aucun lien, les élèves. dans le labo de son Ils ont pas de super de pouvoirs. son mentor, donc Des Boris, huîtres, non. qui va donc se faire assassiner sous ses yeux. Ensuite, il va donc essayer justement de mener l'enquête pour comprendre pourquoi est-ce que son mentor s'est fait tuer, et il va découvrir en fait que tout un tas de chercheurs justement en spiritologie, eux aussi ont commencé à disparaître peu à peu. Il va être traité dans cette enquête par une journaliste, Lovelace, Nell Lovelace, qui va du coup lui permettre justement d'avancer dans son enquête dans ce premier tome qui sera donc une aventure à suivre. Donc ce premier tome s'appelle aussi Tunguska, un petit rapport à une plaine sibérienne très connue de nos fans d'une série avec... Oui, ils en parlent La dans la vérité mais est pas ailleurs. que dans. Mais pas que dans, mais c'est juste... voilà, c'est pour le genre. Oui, c'est bien connu. Pas que dans, c'est sympathique comme petit mot. Pas ça. que dans. C'est un combien de lettres ça? Pas que dans. Motus. Motus, ça peut être un petit score quand même, pas que dans, je pense. Au Scrabble, ça peut être bien aussi. Hein, le petit cas Mais, sur une lettre contre triple. Mais quoi Bah vas-y. Ah, ben voilà, je continue. Tu nous as fait le pitch, poursuis. Donc, on a quand même de multiples références au sein du scénario. Voynich, le manuscrit de Voynich, l'énigme scientifique, la plus grande escroquerie du monde. On n'a toujours pas réussi à Broken savoir. Sword. Voilà aussi. Une petite couve, hein, je trouve un peu au Chevalier de Baphomet. Bah oui, Voilà, ça, hein. niche. On est d'accord qu'il y a quand même un lien. Un truc très, très cartoony et très, très, très sympathique, je trouve. C'est bourré de... c'est très énergique comme enquête. C'est plein de bonnes idées. Il y a plein de petites références qui sont sympas quand vous avez un peu joué, quand vous avez un peu regardé la télé. Je me suis régalé. Je trouve que Spirit, voilà, ça fait... tu retrouves un peu le supernatural des années 30, on va dire, avec pas trop de moyens, et on cherche, on va dire, on essaie de survivre plus par chance que parce qu'on est vraiment très très bon. Et effectivement, Yann et Nell survivent surtout parce qu'ils ont du cul et pas parce qu'ils sont doués. La chance les aide beaucoup, mais aussi parce que les méchants sont pas non plus hyper méchants, ils sont peut-être plutôt trop mauvais aussi. Vraiment une super découverte. Moi, je me suis vraiment... au départ, j'étais pas chaud et je me suis bien régalé. En plus, voilà, Dracou fait ça bien. On a même... juste pour vous montrer quand même, parce que quand vous recevez donc c'est Voilà, un service pour de presse... ceux qui seront sur le Pour Twitch. ceux qui verront le Twitch, en service de presse, ils vous mettent une superbe jaquette qui recouvre le truc. Et même, ils ont mis, je ne peux pas le montrer parce que forcément ça me vexe, mais ils ont mis le nom en fait de la personne à qui ils l'envoient. Et ils l'ont mis que au nom du dictateur. Mais bon. Et oui, oui, c'est mon privilège. Voilà. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de Spirit, de cette belle découverte? Pas en tout cas pour moi, parce que pour vous c'était nul. Mais... Qui l'a lu autour de la table? J'ai pas lu. Moi, pardon, je te regardais, je pensais que tu l'avais lu. Non, j'ai pris un bon moment. J'ai pas mal de plaisir à lire ce bouquin. C'est pas très novateur en soi. C'est des ingrédients qui sont relativement connus et ça fait appel, voilà, à plein de petites références de droite, de gauche. J'ai passé un très bon moment. C'est très cartoony, c'est très coloré, ça fonctionne très bien. Voilà, vivement la suite pour voir si effectivement ils arrivent à mettre un peu plus de piquant dans l'histoire pour sortir un petit peu des sentiers battus, mais pour l'instant c'est que des bons ingrédients. On est chez maman le dimanche, voilà.
C'est du pulp, c'est léger, c'est péchu, ça va dans tous les sens. Moi, Elle je t'a passe plu, celle-là. un très bon moment. Je te rappelle que je connais ta mère. Ah non, alors, pardon, excusez-moi. Il n'y en a pas trop, c'est pas indigeste et c'est pas lourd ensuite en fin de soirée. Voilà. Je sais pas ce qu'il fait avec sa mère, mais bref, il y a 4 tomes de prévus. Moi, Pas les voilà. mères. J'irai pas Pierrick, jusque-là, c'était très très sympathique. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Voilà, ça me donne surtout envie de voir la suite parce que pour le moment, oui, c'est plein de choses déjà vues, mais c'est très bien fait dans le style et ça vaut le coup. Quoi. Faut voir si l'histoire prend un petit peu plus d'ambition. C'est déjà pour du Dracou, du 4 tomes de prévu, c'est assez rare. En général, ils montent sur du 2 ou 3 maximum, alors que souvent, ils ont des scénaristes qui, en fantasy, ont un peu de renom. Ils prennent pas trop de risques, j'ai l'impression, sur ce qu'ils produisent, diptyque, etc. Là, ils partent tout de suite sur une tétralogie, ce qui est assez rare dans ce qu'ils font. C'est qu'ils ont une certaine confiance dans le boulot, et c'est vrai que ça se lit tout seul. J'espère que ça va sortir assez vite, par contre, parce que c'est très rythmé, et ça mérite... si c'est réussi jusqu'au bout, je pense que ça mériterait une belle intégrale, en fait, ce genre de bouquin. Voilà, c'était Spirit chez Dracou par Mara. Nous allons maintenant vous parler de Imbattable de Pascal Jousselin, que vous avez pu entendre dans un Canaille BD il y a quelques semaines, interviewé par ma fille. Et je viens de faire tomber une bière, car il faut faire tomber des bières quand on fait des podcasts professionnels. Et je ne l'ai pas fait tomber sur du matériel, car je suis super fort. Voilà, je laisse les collègues nettoyer pendant que je continue mon pitch, histoire de ne pas vous faire perdre votre temps par nos problèmes domestiques. Tu as du sopalin derrière toi, Guillaume. Imbattable, chez Dupuis pour 10,95 €. À ce stade-là, utilise le carton parce que. Voilà, il met 2 feux. C'est colorisé par Pascal Jousselin, on le connaît pour l'Atelier Mastodonte et Chihuahua, qu'il a sorti il y a peu, en collaboration avec d'autres auteurs. Parce que j'ai eu la même tout à l'heure, c'est pour ça. Il a fait, aux couleurs, c'est Laurence Croix qui a fait des tonnes de trucs, des blondes à Largo Winch, en passant par des grosses séries Soleil, etc. Il me semble. Au niveau du pitch, Imbattable est le seul vrai super-héros de BD. Son pouvoir, il est conscient d'être dans une BD et il peut franchir l'espace intericonique, ou les gouttières si vous préférez, ou le blanc entre les cases, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça aussi. Il aide les citoyens de sa petite ville en luttant contre de dangereux scientifiques fous, aussi bien que contre des gens au pouvoir BD-philes assez surprenants. On va tout de suite passer sur le dessin, qui est dans un style franco-belge très classique, avec du gros dé de temps en temps, mais pas trop. Quelque chose de simple, d'efficace. On est à la maison, c'est vraiment très cool. Au niveau de la narration, c'est bourré d'expériences et de tests. Il y a un ensemble de trouvailles que je trouve génial. Ça interroge sur la narration séquentielle sans se la péter intellectuellement. Ce que je trouve pas mal. Ça va utiliser des photos, du vernis sélectif, des jeux sur la perspective, la reconstruction des cases, il y a des champs de force, etc. Mais c'est bien sympa de faire plein de jeux sur le dessin, etc. Mais on pourrait croire que voilà, ça compte que là-dessus. C'est une BD qui peut être un peu facile, quoi. Ah, on va faire des expériences, c'est cool. Il n'y a que le jeu narratif qui va avoir de l'importance, mais non, je trouve que parfois la forme met vachement en valeur des histoires super touchantes, qui vont bien au-delà de la blague, qui est un peu la base au départ, dont dans ce tome-là une histoire magnifique qui joue sur le vernis sélectif, qui est vraiment très 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 belle et vraiment émouvante. En conclusion, je dirais que quand on a commencé à lire le premier Imbattable, on se disait bon, c'est bien sympa tout ça, mais il va vite atteindre de ses limites, quoi. Il va pas réussir à se renouveler, et pourtant après 3 tomes, il nous prouve qu'il arrive à toujours trouver de nouvelles idées, des idées originales, étonnantes, qui vont jouer aussi bien sur la forme, l'objet bande dessinée, que sur le fond, et en mettant en valeur des personnages du quotidien qui restent tous super sympathiques. Bref, Imbattable numéro 3, ça reste toujours aussi réussi. Et même si je sais que Pascal Jousselin publie très peu régulièrement ces BD-là, parce qu'il ne fait une histoire que quand il a une idée, et qu'il sait qu'elle est faisable techniquement, j'espère qu'il y aura un tome 4 et qu'il saura autant nous éblouir par ses trouvailles
assez folle, et assez géniale et souvent belle. Jeunes gens. Ça avait été une des grosses préoccupations quand on avait lu le tome 1, parce qu'on se posait la question, on se disait mais merde, est-ce qu'il arrivera à se renouveler ou est-ce que du coup ce sera toujours la même chose? Alors les avis vont peut-être un peu diverger au sein de l'équipe, parce que moi je trouve que la réponse est oui. Il a trouvé de nouveaux trucs, il a sorti de nouvelles idées justement pour son héros, qui font qu'on joue toujours avec les règles, mais il y a toujours un renouveau. 3 tomes, voilà, je trouve que c'est exceptionnel déjà d'avoir réussi à faire 3 tomes en ayant à chaque fois de nouveaux trucs à mettre dedans, quoi. Et ça c'est vraiment très sympa. Pour ça, je dirais continuer à le lire, parce que vraiment c'est cool de voir comment on peut jouer avec les codes. Maintenant, comme tu disais, il faut connaître les codes pour voir qu'on joue avec. Ce qui n'est pas le cas du coup des enfants. Oui, c'était le cas. Ma fille trouve qu'Imbattable, c'est un peu trop facile, parce que oui, c'est normal, ils se baladent d'une case en case, etc. Elle n'a pas encore conscience que, non, dans une BD, on ne peut pas faire ça. Les règles d'une BD, quand on raconte une histoire, de base, sont comme ça. Et quand tu fais ça, tu brises les règles. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de briser les règles en BD. Il y en a plein qui le font. Mais du fait que tu brises les règles, ça crée quelque chose d'un peu exceptionnel. Et c'est vrai que découvrir ça très jeune, peut-être que ça fait perdre un peu de cette magie, moi, que je trouve en le lisant plus vieux. Ouais, c'est un bouquin qui m'a plu sur 2-3 histoires. Après, effectivement, ça reste assez redondant par rapport à ce qui se fait sur les 2 albums précédents. Donc, comme tu le disais, effectivement, dans chaque album, il arrive à trouver une idée, 2 idées qui montrent qu'il est toujours en recherche et qu'il n'est pas tombé dans la facilité. Maintenant, malheureusement, une fois qu'on a compris le fonctionnement, dans la majorité des cas, on retombe un petit peu sur les mêmes mécaniques. Alors un coup, c'est pas devant-derrière, c'est gauche-droite ou dessus-dessous, ou le coup de la crêpe. Moi, le coup de la crêpe, je trouve que c'était très très chouette. La ligne temporelle n'est pas évidente à suivre et elle mérite une deuxième lecture. L'histoire, comme tu l'as raconté, qui est assez sensible en utilisant le vernis, c'est très chouette. Ou le vol de la lune. Le vol de la lune, c'est mignon. Ça a déjà été fait, ça a déjà été vu en mode balle de golf, notamment. Bref, c'est ça en l'occurrence, moi, la lune, c'était pas voilà. Par contre, voilà, les 2 histoires qui me reviennent en tête, là, c'était la crêpe et parce que techniquement c'était chaud, et le coup du vernis pour pas trop en dire sur la petite apparition là. Donc c'était très très chouette. Maintenant, voilà, je reste dubitatif sur la longueur de tout ça et sur l'exercice sur le long terme. Voilà. De temps en temps, une petite BD, c'est sympa. Je sais que ça paraît dans Spirou. Et Antoine, par exemple, mon beau-fils, les lit dans Spirou. Donc une de temps en temps, ça fonctionne très bien. En album complet, un poil moins à mon goût. C'est parce que je dis pas Spirou, mais je vais bientôt avoir une excuse pour abonner mes enfants. Voilà. Tes enfants, on a dit. Bien sûr. Donc c'est Imbattable. Tu as quelque chose à ajouter, Guillaume? Il me semble que tu l'as pas lu. J'ai pas eu le temps de le lire encore. Donc Imbattable de Pascal Jousselin chez Dupuis pour 10,95 €. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir passer à notre prochaine rubrique. Je crois qu'on a un petit œil sûr. C'est bien ça, hein? C'est ça. Voilà, tu vois, je suis en train de chercher mes jingles, on dirait pas. Comme ça, vous avez vu comme je meuble. Je fais bien, hein. Ah, tu armoires, là. Un œil sûr. The Last of Us Part 2. Gravement. Only on PlayStation. C'est vrai. Une exclue de la PlayStation, donc PlayStation 3 pour le premier volet de The Last of Us, et donc The Last of Us partie 2, qui était donc sur la PlayStation 4. Le premier a été remasterisé pour passer aussi sur la PS4, ce qui fait que j'ai pu le refaire avant de faire du coup The Last of Us, la partie 2, et de faire aussi la petite partie entre les deux qui s'appelle Left Behind. Alors, on est déjà donc chez le studio de Naughty Dog qui a sorti les Uncharted, qui a sorti les Last of Us, et qui ont quand même un petit peu changé la façon dont les jeux, on va dire, au niveau de narration étaient menés. Moi, je trouve que ça a été pour moi une vraie claque quand ils sont sortis, les Uncharted et surtout The Last of Us.
qui a eu, on va dire, la capacité d'amener de la rancœur et de l'espoir, enfin, plein de sentiments, on va dire, avec la fin du premier. Et du coup, j'ai commencé le deuxième, alors, presque 1 an après sa sortie, ce qui fait que j'aurais pu être spoilé de beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup d'événements dans ce deuxième épisode. Mais n'étant pas trop en fait au bon endroit au bon moment, en fait, j'ai réussi, on va dire, à passer juste pas mal de caps. De quoi ça parle quand même? Alors de quoi ça parle? Sans nous spoiler. On est dans un monde post-apo, un virus en fait amène des gens à se transformer, donc en une sorte de monstres pour les plus cool. Et on va dire que le monde a peut-être une solution, ça c'est dans le premier The Last of Us. Ellie a contracté le virus, mais elle ne s'est pas transformée. Alors que normalement, en 24 heures, tu es transformé, c'est fini. Et donc, Joël, en fait, qui est une sorte de contrebandier, on va dire, doit livrer Ellie aux Lucioles, qui est un organisme, on va dire, de résistance vis-à-vis de l'État, qui est un peu devenu totalitaire pour essayer de survivre, et qui fait survivre les gens dans des villes très fermées. Donc, il doit livrer Ellie aux Lucioles à l'autre bout de la ville. Et en fait, ça se passe mal. Et finalement, il doit livrer Ellie à l'autre bout du pays. Ce qui fait que du coup, leur balade dans un monde post-apo va prendre un petit peu plus de temps. Et au cours de cette balade, d'un coup, j'ai oublié le nom. Joël. Joël qui avait perdu sa fille au début justement des événements de la pandémie. Il commence à avoir de plus en plus de liens avec cette petite fille qui s'appelle Ellie. Et il va faire une sorte de petit transfert avec elle en se disant oui, c'est un peu ma fille, quoi. Et il va faire un choix à la fin du premier épisode qui va amener justement tout ce qu'on va trouver dans le truc 2. Alors pourquoi je voulais vous parler en fait de The Last of Us 2 ? Parce que en jouant à ce jeu, j'ai découvert, on va dire, qu'on pouvait être cruellement touché par tout ce qui se passait dans un jeu et avoir un affectif avec des personnages qui allaient au-delà juste du simple jeu. Alors je vais pas il n'y a pas de spoil parce que je vais vous le dire, Joël meurt quasiment au tout début de The Last of Us, et la scène en fait était d'une telle violence que on était au deuxième confinement et en fait j'ai laissé le jeu parce qu'en fait j'étais un peu choqué et en même temps dégoûté et j'avais un peu un sentiment de haine. Je me suis dit merde, putain, vous tuez un peu le personnage principal, quoi. Bon, ok, c'est bon, ils l'ont tué et j'ai continué à jouer. Et en fait, tu te retrouves avec des questionnements dans un jeu où on suit la narration qui est proposée par le studio, par Naughty Dog. Et le questionnement qu'il te propose, en fait, te dit, oui, jusqu'où on peut aller par amour, quoi. Parce que The Last of Us, c'est finalement une histoire d'amour entre des gens. Et qu'est-ce qu'on leur doit ? Est-ce que, du coup, le deuxième épisode, qui va être qu'un épisode de vengeance, où on va suivre, donc, on va jouer avec Ellie, qui est donc la fille adoptive de Joël, qui veut donc du coup le venger. Et à un moment donné, en fait, on va jouer avec Abby, c'est-à-dire la fille qui a tué Joël. Pour une raison qu'on va découvrir en cours de jeu. Et en fait, c'est une sorte de descente aux enfers pour l'une, d'ascension pour l'autre. Et ce croisement au niveau de la narration, j'ai trouvé que c'était tellement rempli d'humanité et de tout ce qu'on peut y mettre dedans que c'était juste waouh. Alors, c'est mon ressenti personnel. Je sais que ça a été assez clivant pour certaines personnes parce que du coup, Ellie a une copine, Diane. Alors ça, on savait déjà que Ellie était lesbienne dès le spin-off qu'ils avaient fait sur le premier tome, donc de Left Behind, le petit scénario qu'ils avaient fait jouer après. Et on va donc jouer Ellie, donc, qui a cette relation avec Diana, et ça va amener d'autres choses encore. Et on va avoir donc Abby, qui est l'autre personnage qui lui va faire plutôt une ascension, parce qu'elle était déjà en enfer au début du truc, mais ça va être pire après, et qui est un garçon manqué, hyper musclé, et qui va du coup essayer de retrouver le Joël pour se venger elle aussi. On peut pas dire qu'on a le choix du scénario chez Naughty Dog, mais ce qu'ils amènent dans le jeu, pour moi, je trouve que c'est un questionnement sur soi-même et sur l'humanité en général, qui est extrêmement bien mené parce qu'on reste pas indifférent. Je me suis vu en fait sur la scène de fin du jeu,
où on se retrouve donc sur un... C'est un QTE ça, où tu joues des tout sur longtemps. Et sur ce QTE, en fait, à un moment donné, je me suis vu poser la manette, et c'est la fin du jeu, hein, je veux dire, t'as 30-40 heures de jeu, quoi. Et j'ai posé la manette et je dis, putain, mais non, quoi. Je veux pas que ça finisse ça, c'est pas possible. Et vraiment, avec une sorte de dégoût, en me disant, mais putain, on peut pas finir comme ça. Bon, ok, je continue, parce que je voulais aller au bout, mais vraiment, j'ai vécu un relationnel avec ce jeu et des sensations qui étaient absolument géniaux. Ça t'a secoué, moi ça m'a secoué, et en même temps j'ai trouvé ça génial parce que tu avais quelque chose que tu trouves pas dans d'autres jeux. Il n'y a pas eu déjà des promises avec The Walking Dead de ce genre de narration les deux ont souvent été rapprochés d'un point de vue. The Last of Us, le premier en tout cas, et The Walking Dead ont souvent été rapprochés d'un point de vue narratif. D'un gameplay, rien à voir. D'un point de vue narratif, parce que tu fais des choix dans The Walking Dead. Là, dans Naughty Dog, ils te font. T'as pas réellement de choix, parce que tu n'auras pas la fin, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas de fin alternative. Mais. Je parlais de l'attachement au personnage. Tu t'attaches au personnage dans Walking Dead. Oui, mais alors, tu t'attaches, mais là, je t'avoue que dans The Last of Us, il y a des moments où tu les aimes et des moments où tu les détestes. Et en fait, tu es à la fois spectateur du truc, et en même temps, ça te rappelle tout, en fait, pourquoi aussi. Tout ce qui fait que tu es humain, en fait. Et que, du coup, dans tous les sentiments que tu peux avoir, il peut y avoir des extrêmes. Et j'ai trouvé ça, mais un peu bouleversant, en fait, comme jeu. Voilà. Mais une expérience narrative absolument fantastique. Donc The Last of Us Part 2, un jeu de Naughty Dog sorti sur PlayStation. Chez Play, ils commencent à sortir certains de leurs jeux sur PC. Peut-être que celui-là, non, ils vont pas le faire pour celui-là, mais ça m'aurait pas déplu. J'avais commencé à jouer au premier, mais j'avais mis le niveau de difficulté trop haut pour mes faibles compétences, et franchement, c'était pas une bonne idée. Ce qui fait que j'avais un peu lâché le jeu en cours de route, juste pour du défi technique. Alors tout ce qui m'intéressait, c'était le scénario. C'est pour ça que quand j'ai refait du coup The Last of Us le premier, je me suis mis en mode easy, juste pour profiter de la narration, parce que j'avais déjà fini en mode plus dur. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage de rater le jeu à cause de ça. Ok, merci beaucoup Thio. Nous allons maintenant pouvoir passer à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que suite à ces 3 premiers épisodes en format plus court, on a réussi à remplir notre défi, à faire une émission qui tient en moins d'1 heure. Que je trouve plutôt pas mal, qui va faire que nous on va se coucher avant 2h du matin, ce qui est vraiment un grand progrès en ce qui nous concerne. On est ravis de reprendre la formule pour cette nouvelle saison qui doit être la 11e, 12e, je sais plus où on en est. Formule non, saison. Non, formule, on n'a pas changé tant de fois que ça. Bref, merci encore à vous, et on se retrouve, j'espère, si tout marche bien, la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye bye. Salut tout le monde. À bientôt.